Alors, voilà, donc j'étais là. Est-ce qu'on aurait préféré que ce soit un humain, voire est-ce que vous-même, en tant que pilote, vous aurez voulu piloter tout seul ce voyage vers la Lune? Ou, quand même, vous préférez qu'il y ait de l'assistance automatisée? Et donc, en fait, ce qu'on regarde, les codes de Apollo 11, en fait, il est disponible publiquement. Vous pouvez aller les chercher, c'est sur GitHub. Il est là. Vous avez toute une explication. En fait, il y a 64 000 lignes, dont 40 000 lignes de code. Il y a quelques lignes sans code, lignes vides. Et en fait, il n'y a aucun fichier sans commentaire. C'est-à-dire qu'on peut reconstruire entièrement la démarche de ces logiciels. Le logiciel a été donc soumis par une personne, que je viens de montrer, Margaret, et en fait, il a été approuvé par 6 autres personnes. Et quand on va là-dedans, on voit en fait spécifiquement quelques applications. Ici, par exemple, tout ce qui concerne les moments où se pose en fait la navette sur la Lune. Et donc, la manière comme en fait c'est calculé, par exemple, la vitesse, le freinage, en fait, pour pouvoir permettre à la navette spatiale de se poser sur la Lune. Et donc, en fait, tout ça a été préalablement codé par cette équipe de la NASA et notamment de la MIT. Mais il y a encore d'autres, en fait, aujourd'hui, ça c'était 1960, des années 60, mais aujourd'hui, on a plein de choses qui fonctionnent pareil. Je vous partage cette petite vidéo. À 400 mètres de l'atterrissage. 300. 200. Approach lights. Check. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Retard. 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 Spoilers extend at reverse screen. Écoutez. Autopilot comes off. Autopilot comes off. Cet avion atterrit tout seul. Alors, il a atterri tout seul parce que c'était beaucoup trop difficile pour un humain de le faire atterrir. En fait, si ça aurait été un beau jour comme aujourd'hui, un humain aurait pu l'atterrir. Ce que ça veut dire alors qu'en fait, pour les tâches difficiles, il vaut mieux les déléguer à une machine. Là, ça aurait été impossible, en fait, pour un humain d'atterrir cet avion. Voilà donc une première idée que je veux réfléchir avec vous. Ça va être l'hypothèse de cette discussion. Est-ce que les résultats de l'intelligence artificielle dépassent, par exemple le petit typo là, dépassent ceux de l'intelligence humaine dans la plupart des tâches associées à l'activité juridique? À nouveau, est-ce que vous préférez que cet atterrissage soit fait par un pilote lui-même ou qu'il soit fait par le Autoland, qui est l'algorithme qui est codé, qui est disponible également sur GitHub? Et en fait, on a quelques idées, quelques histoires qu'on raconte. On a dit, par exemple, qu'en fait, un Legal AI, donc un logiciel d'intelligence artificielle, a battu en fait des avocats, des très bons avocats, dans la révision des contrats. Donc, en fait, il fallait détecter des clauses dans un contrat qui étaient problématiques. Et en fait, les logiciels ont eu 94% de fiabilité, de précision, alors que les humains ont eu 85%. Mais en fait, il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'il n'y a pas que les juristes en fait, qui perdent contre les machines. Et il y a aussi Kasparov qui a perdu contre Deep Blue. Donc, on n'est pas les seuls, mais on est quand même là-dedans. Alors, pourquoi perd-on en fait contre les machines pour certaines tâches?
Alors récemment, 3 auteurs, mais notamment Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel d'économie, dit en fait que les choix des juges et des experts reposent excessivement sur l'intuition. Et on est bien d'accord qu'on ne veut pas que l'avion soit atterri par l'intuition, que ce soit atterri par un raisonnement, par une précision, par des connaissances mathématiques, où est la piste et pas où les pilotes pensent que la piste se trouve. On veut savoir que la piste se trouve bien là. Et alors, plus particulièrement, il dit ici, je peux vous lire ça, nous aimerions qu'une institution comme la justice, par exemple, parle d'une voix unique, à savoir que les juges délivrent les mêmes veredicts pour des affaires similaires. Mais ce n'est pas ce que l'on observe statistiquement. C'est ce que nous appelons les bruits systémiques. Alors, il dit notamment qu'en fait, on a pu observer dans plusieurs cas que les juges, en fait, donnent des peines très différentes pour des délits similaires. Et donc, une première raison, en fait, pour expliquer pourquoi les humains font de moins bonnes décisions que les machines, c'est par ce qu'on appelle, donc ce qu'on vient d'appeler Kahneman, qui appelle les bruits. Donc, on a parlé, Nina a parlé à plusieurs reprises des billets. Alors, les billets se trouvent ici. Vous voyez, les billets représentés toujours dans un même endroit. C'est-à-dire que quand vous avez un billet, par exemple, envers une population particulière, à raison des religions, de l'âge, etc., la décision va toujours être biaisée dans cette même direction, si elle est prise, par exemple, par un système automatisé. Alors qu'en fait, les humains, nous dit Kahneman, ils ont un autre problème qui n'est pas les biais, il est les bruits. Ça veut dire qu'en fait, on va dire, comme il l'a dit tout à l'heure, on va prendre des décisions très différentes dans des situations similaires. Alors en fait, que le autoland va toujours atterrir l'avion dans la piste d'atterrissage. Alors, si on dit que ça, c'est les billets et que ce sont les machines, on a parlé des billets humains aussi, c'est vrai, c'est surtout les machines. La critique qui est faite souvent, c'est que les algorithmes sont biaisés et les humains ont du bruit. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on arrive à pousser ces billets vers les targets? Et donc, on aurait la précision. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de faire déplacer ces billets vers les targets que faire mettre tous ces points-là, du bruit, vers les targets? Ce qui n'est pas plus simple, dit autrement, d'établir un logiciel qui va remplacer tous les juges et qu'on va réussir à paramétrer de manière à être dans les targets qu'à mettre d'accord tous les juges d'une juridiction pour qu'ils décident de la même manière. Voilà le problème tel qu'il est posé par Kahneman et ses collègues. Alors, il y a un autre problème, nous dit Kahneman aussi, mais d'autres parties de la littérature, c'est qu'en fait, la machine, les machines, elles opèrent selon son code. Elle opère selon son code, et en fait, on peut faire tourner la machine 24 heures sur 24, et s'il y a une clause selon les règles qui sont codées qui ne correspond pas à la clause modèle, en fait, l'algorithme va toujours l'identifier. Toujours l'identifier si elle est codée correctement. Alors qu'en fait, les humains doivent se réveiller, doivent préparer le petit déjeuner, doivent faire des choses à la maison, doivent amener les enfants à l'école. Ensuite, ils arrivent au bureau, ils doivent prendre un café, les cafés froids, etc. Et tout ça va avoir une influence sur la décision. Alors, en fait, on n'est pas toujours comme ça, on n'est pas toujours comme la machine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, je vais vous écouter. Mais voilà, donc en fait, on a un input et un output qui est en fait dépendant de tout ça, alors qu'ici, il est juste dépendant du code. À nouveau, est-ce que vous voulez contrôler la routine des gens pour qu'ils prennent les décisions de la même manière, ou vous préférez avoir les codes de la manière adéquate? Alors, on dit effectivement que en fait, les algorithmes sont des black box, surtout des systèmes complexes. Mais est-ce que vous avez déjà dit quelque chose à quelqu'un et que vous pensez le contraire? Jamais.
Bah, si vous n'avez jamais eu ça, c'est-à-dire que votre cerveau n'est pas une black box, c'est vraiment dangereux. Donc les gens peuvent savoir ce que vous pensez. Mais globalement, on ne sait pas ce que vous pensez. Et donc on peut imaginer qu'en fait, votre cerveau est une black box assez similaire à l'algorithme. L'algorithme peut nous dire une chose, mais effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a vu ça avec Nina, je rentrerai un petit peu là-dedans aujourd'hui. Mais il y a aussi une question du cerveau, c'est qu'en fait, il y a les sciences cognitives, la psychologie, les neurosciences, qui essaient en fait de dévoiler les cerveaux et les fonctionnements du cerveau, mais on dit toujours que le cerveau est bien plus complexe, que l'humain est bien plus complexe de ce qu'on pense. Bah, ça veut dire aussi qu'ouvrir la black box du cerveau est bien plus complexe que la black box de l'algorithme. Donc, à nouveau, voilà un défi pour cet élément-là. Alors, vous pouvez l'accepter ou pas, mais si on pense que le droit algorithmique est une fatalité, ça veut dire que le droit algorithmique y est, on y est déjà. S'il y a des exemples, comme celui qui arrivera bientôt aux frontières de l'Union européenne, bien d'autres, je peux vous donner plusieurs exemples pendant la présentation. Si c'est ça le cas, quelle est l'intelligence artificielle qui serait désirable dans ces contextes-là? Dans les contextes qu'on vient d'évoquer, où en fait on a des codes qui vont performer mieux dans certaines tâches, ou toutes, on va voir quel humain. Alors on peut se demander déjà, une intelligence artificielle, pour quoi faire? Si on est un juriste, pour quelle fonction? Il y a cette fameuse théorie de Carl Ewelin qui s'appelle les law jobs, les droits à certaines fonctions dans la société. Et donc, quels seraient les éléments à tenir en compte? Par exemple, si on veut réfléchir sur une intelligence artificielle pour ces domaines-là, on peut, en fait, qu'est-ce qu'ils font les hommes? On peut se poser comme question dans les droits, établir la loi, faire la loi, établir les droits, quand il y a une dispute, par exemple, établir les faits, construire les raisonnements juridiques, apporter du conseil à un client, prévenir et décider des différends, et enseigner les droits. Je vous dis déjà, enseigner les droits, c'est impossible de remplacer. Donc, je serai toujours là. Non, en fait, remplacer les droits ne serait pas nécessaire, pour être honnête, si en fait on venait à automatiser les autres choses. Mais commençons par ici. Alors, effectivement, établir la loi, je vais rentrer là-dedans, mais je vais vous donner quelques éléments. On a plusieurs éléments qui nous disent qu'en fait, il est possible, en partie, d'automatiser, en tout cas, la création de la loi par différents modèles. Il y a aujourd'hui tout un développement sur les langages spécifiques pour la législation. Je vais donner quelques exemples. Il y a d'autres qui parlent, il y a des professeurs américains qui parlent des micro-directives. Je vais vous expliquer un petit peu aussi ce que c'est. Et il y a ces mouvements de rule as code. Je ne sais pas si Grégory va en parler, mais l'idée qu'en fait, déjà, les règles seraient en forme de code qui seraient exécutables par des machines. C'est assez proche du premier point. Ensuite, pour établir les faits, on a vu aussi ça précédemment avec la présentation de Nina sur comment établir des faits qui sont possibles de collecter via les big data, analyser ces données, par exemple. Vous savez, il y a maintenant des détecteurs des CO2, c'est ça, qu'ils installent dans les salles. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais en fait, ça permet... Oui, je sais. Mais justement, en fait, ça permet d'établir un fait. C'est qu'il y a trop de CO2 dans cette salle. Alors, à vous de dire si vous pouvez le dire vous-même ou en fait, si on délègue ça à une machine de le dire. Donc, il y a des faits. On peut savoir qu'en fait, ici, à un moment donné, on ne respecte pas une règle parce qu'il y a trop de CO2. Et alors là, on peut établir les faits. Les faits établis par cet outil à des mesures des CO2. Et il y a aussi des algorithmes d'analyse des textes, d'audio et des images. Par exemple, il y a des gens qui peuvent, sans regarder cette vidéo, analyser ce que j'ai dit, comment je bouge, etc., et extraire des informations là-dessus. Par exemple, pensez que je suis en train de dire des grosses bêtises, ça pourrait s'établir par des analyses des vidéos. C'est des algorithmes IoT, Internet of Things, des éléments connectés qui vont aussi établir certains éléments. Alors, on a ensuite raisonnement juridique, je vais rentrer là-dedans. Benoît Friedman a évoqué ça dans la première présentation. Apporter du conseil machine learning, je vais vous donner un exemple assez concret là-dedans. Je vais attendre ces éléments-là. Pour prévenir et décider des différends, il y a des smart contracts, il y a aussi des algorithmes prédictifs, aussi l'intelligence symbolique.
Et donc, je vais passer un peu en revue ces éléments-là qui constituent quand même des éléments assez importants de l'activité juridique, en tout cas pour les personnes qui exercent ces métiers, que ce soit des juges, des avocats, des procureurs ou autres. Et donc, établir les faits, ici, je vous donne un exemple qui est très connu, parce qu'on l'a travaillé beaucoup de fois au Centre Perelman, je vous retiens juste avec un slide. Dans le logiciel qui a été mis en place en Angleterre et qui permet en fait de voir les cycles de décision de ces logiciels. Une collecte des données pour établir certains faits, donc du web scrapping. C'est un logiciel qui veut combattre la fraude fiscale, donc il va aller chercher des informations sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Airbnb par exemple. Si vous dites que votre maison à la commune, elle n'a que 3 chambres, mais en fait sur Airbnb, elle a 4 chambres, il y a peut-être un problème. Donc il va aller chercher, vous louez une maison avec 4 chambres alors que c'est la même maison qui est déclarée à 3 chambres à la commune. Donc il y a peut-être un problème. Donc on va essayer d'établir des faits avec ça. On va par exemple écouter, on va par exemple analyser les sons, l'audio des vidéos pour établir, si vous par exemple faites dans des vidéos, vous dites que vous commandez du champagne toutes les semaines, bah, ça montre en fait que vous avez un revenu qui est suffisant pour commander du champagne toutes les semaines. Et on va faire aussi du text mining, ça veut dire que s'il y a des tweets où vous dites des choses, en fait, ça va permettre d'analyser les contenus des tweets. C'est la même chose si vous dites, par exemple, que vous partez au Panama tous les lundis, bah, ça sont des éléments que l'algorithme va pouvoir lire et va créer évidemment des indices assez importants pour l'administration. Alors ici vient un grand composant. Tout ça, et ça c'est le premier élément que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que tous ces systèmes ne sont pas un algorithme. Je ne sais pas si j'ai donné cette lecture ou j'ai partagé ou pas ça, mais sinon je peux le partager après. Ça, c'est en fait, je les appelle dans un article que j'ai écrit, mais aussi même les projets des règlements sur l'intelligence artificielle, c'est en fait des systèmes de décision algorithmiques. C'est plusieurs algorithmes ensemble. Et en fait, à tout moment, vous pouvez avoir des biais. Vous pouvez avoir des biais, par exemple, dans la reconnaissance d'images. On a vu ça plein de fois avec l'histoire du chat et du chat, mais aussi avec la reconnaissance des personnes de différentes ethnies. Donc, vous pouvez avoir un problème ici. Vous pouvez aussi avoir un problème des codes de web scrapping, c'est-à-dire qu'en fait, on va associer votre nom avec un texte qui n'est pas le vôtre. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup des fautes, d'erreurs, si vous voulez, dans les algorithmes de collecte des données. On est juste à la collecte des données. Alors ensuite, on a l'analyse de ces données. Et alors ici, on en a plein. C'est juste quelques exemples. Par exemple, on va faire des analyses des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale va en fait connecter chacun de vous sur base des données qui sont retrouvées pour identifier, par exemple, si vous avez une activité financière intense, vous échangez souvent, il y a des flux économiques entre vous, selon certaines informations, mais on ne voit pas ces flux dans les données bancaires. Et donc, on peut imaginer que vous êtes dans l'économie noire, que vous passez du cash. Et donc, ça va permettre de faire en fait des réseaux entre les personnes pour identifier des règles qui pourraient être, qui ne seraient pas respectées en fait par les contribuables. Ici, Analytical Compliance Environment, ça veut dire qu'il y a une base de données qui est à disposition avec toutes les données qui sont collectées par l'administration et les fonctionnaires ont la possibilité de faire ce qu'on appelle des queries ou en français interroger. C'est-à-dire les fonctionnaires peuvent poser une question comme une espèce de chatbot, si vous voulez, peuvent poser des questions à l'administration. Est-ce que telle personne a fait X chose? Et donc, en fait, ça, si, c'est codé. C'est des algorithmes qui permettent en fait de lier des informations à des questions. C'est tout un domaine de l'intelligence artificielle. Ici, Data Acquisition and Networking and Integrated Compliance Environment, ces deux éléments-ci, c'est la collecte en temps réel des données, par exemple, par rapport à votre réaction à l'administration. Donc, si l'administration vous a rappelé 4-5 fois que vous devez payer l'impôt communal et que vous ne l'avez pas fait, bah, ça donne un signal à l'administration sur votre comportement vis-à-vis l'État. Et donc, à nouveau, ce sont des informations qui sont collectées et analysées par ce type de logiciel. Ici, à nouveau, il y a un logiciel avec plein d'algorithmes. Donc, il peut y avoir aussi plein de problèmes ici là-dedans. Ensuite,
quelque chose qu'on a vu avec la présentation précédente. Il y a du profiling. Ça, c'est l'élément principal de ces logiciels. C'est-à-dire qu'on va faire un profil de vous en tant que personne, de votre style de vie. C'est-à-dire qu'on va voir qu'avec toutes les informations qu'on a collectées ici, vous avez un style de vie qui est semblable à celui d'un chanteur qui a gagné les Billboard ou un acteur qui a gagné l'Oscar, mais que vous payez que 1 200 € d'impôts par an. Donc, c'est quand même assez bizarre. Et donc, on va faire un profiling où on va identifier en fait si votre style de vie correspond à vos revenus. Ben, si ça ne correspond pas, c'est sûrement qu'il y a un problème. Il y a d'autres choses, il y a des diagrammes qui sont faits, de la visualisation, et à la fin, on va générer une décision, et donc on appelle ça text generation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir émettre une lettre, par exemple, qui va être envoyée au contribuable pour qu'il s'explique sur ces éléments. Ça peut se faire de manière automatisée, sur base, par exemple, des éléments, comme ce que je vais montrer tout à l'heure, du langage qui est lisible par une machine et par un humain. Et donc, voilà, je passe à ce deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, pour la rédaction de la loi, il y a des langages qui sont lisibles par des machines. Il y en a plein de choses, mais je commence avant rédaction de la loi, après par les langages lisibles. Alors, la rédaction de la loi, si on en avait besoin, je veux dire, parce que c'est ça ce qu'ils proposent Anthony Niblett et Anthony Casey, ils disent en fait que peut-être qu'on n'aurait pas besoin de la loi vraiment. Parce que si vous imaginez par exemple la règle des vitesses sur l'autoroute, bah, en fait, on a d'un côté la technologie prédictive, je ne vais pas rentrer là-dedans en détail, mais en tout cas, toutes ces analyses des données qu'on vient de faire, et les technologies de la communication, ce qui nous permet de communiquer en temps réel. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez une règle que vous ne pouvez pas conduire au-delà de 60 km/h sur une route. Et si on avait un standard, l'équivalent serait on doit conduire comme une personne raisonnable. On ne veut pas, c'est un panneau assez difficile à lire, si vous devez à chaque fois que vous trouvez la limite des vitesses, dit conduisez comme une personne raisonnable, c'est à vous de déterminer la vitesse par rapport, ce serait peut-être même mieux. On va dire, parfois on dit on est à 30 km/h, 20 km/h, il n'y a personne, c'est 2 heures du matin et c'est parce qu'il y a une école. Et donc si vous conduisez comme une personne raisonnable, peut-être que vous pourrez aller à 40 km/h parce qu'à 2 heures du matin, il y a rarement des enfants près des écoles. Donc ce serait peut-être une règle plus efficace, une manière de réguler plus efficace. Et donc, ce qu'il dit, c'est, Anthony Niblett et Anthony Casey disent, oui, mais voilà, sous certaines conditions, par exemple, vous avez 32 ans, vous avez 12 ans d'expérience de conduite, vous avez une voiture avec certaines qualités, vous êtes sur une autoroute, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste établir une règle précise pour cette personne? Au lieu d'avoir les panneaux sur l'autoroute qui disent 120 km/h, est-ce qu'on ne pourrait pas dire A conduit sur le même moment sur base de certaines informations à 80 km/h, l'autre conduit à 90 km/h, l'autre personne qui a une Tesla, et donc aucun risque qu'il se tue parce qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, peut conduire à 200 km/h sur la même autoroute. Donc vous avez quelqu'un sur une Tesla qui vous passe à 200 km/h, autorisé par la loi, et un autre qui est à 80 km/h parce qu'il y a une voiture qui est moins sécurisée. Et donc, il dit, voilà, ça c'est la solution, c'est qu'en fait, dans cette circonstance-là, on va parler des micro-directives, ça veut dire on va avoir des règles spécifiques pour chaque personne, selon certaines qualités de la personne, et selon certaines conditions qui sont aussi extérieures, et à nouveau qu'on va pouvoir aller capter sur différents éléments. Alors, première idée sur ce qu'on a vraiment de rédiger une loi qui fixe, en fait, dans les codes de la route, les limites de vitesse. Ou est-ce qu'on peut juste calculer la limite de vitesse sur ces modèles-là pour chaque personne qui prend l'autoroute? Alors, ben oui, mais dans ces cas-là, comment on connaîtrait en fait la loi? C'est un problème de transparence, on le dit souvent. Ben, en fait, il y a quelques solutions. Par exemple, les gouvernements français, en fait, ils publient les codes sur base duquel ils calculent l'impôt sur les revenus des personnes. Et donc, vous allez sur les sites des impôts.gouv.fr et vous avez en fait un code ici, accéder au code. Vous allez là-dedans, vous avez plusieurs chapitres qui vous expliquent, par exemple, contient les règles de calcul du montant à payer. Et ensuite, vous voyez les codes et ils disent là clairement, les codes de la calculette est écrit dans un langage dédié au sens des DGFIP, les langages M, ça s'appelle comme ça les langages,
ce langage correspond aux besoins spécifiques des DGFiP, Direction générale des finances et des impôts, en matière de calcul d'impôts. Et alors, évidemment, c'est quelque chose qui ont développé les informaticiens du gouvernement. Et donc, ça peut être un peu difficile à lire, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en fait, ils ont développé une méthode pour qu'en fait, un parseur, pour qu'en fait, vous soyez capable de transformer ces données JSON et l'importer dans votre propre langage de programmation. Donc, si vous utilisez Python, R, etc., aucun problème, le langage est traduit, vous pouvez les voir. Donc voilà, et en fait, vous pouvez les tester. Je ne sais pas si quelqu'un sait coder, mais vous pouvez tester un langage, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer une variable, vous posez une question, interroger une base de données, et en fait, il vous donne la réponse. Et donc, le droit est dans les codes, en fait, du logiciel, et vous pouvez interroger ces codes. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, maintenant, il y a cet article très récent de décembre 2021, qui en fait explique comment encore améliorer ces langages du gouvernement pour qu'ils soient plus efficaces. Voilà donc une première idée des outils qui peuvent venir en fait aider la rédaction de la loi. Et en fait, on peut encore aller au-delà. Ici, cette fondation GLML, en fait, ils ont développé ce qu'ils appellent un General Purpose Legal Markup Language. C'est vraiment presque intraduisible, je pense, dans une autre langue, mais l'idée est assez simple. C'est en fait un protocole. Et là, alors là, on a une chance, parce que ça, c'est un protocole qui, en fait, est annoté par les humains. C'est-à-dire que vous prenez un contrat, c'est surtout pour les marchés des capitaux, où ça s'utilise, pour les marchés financiers. Et donc, vous avez un contrat, et vous avez certains éléments. Donc, ça, c'est les templates qu'on va utiliser, qui est utilisé par leur côté. Et en fait, ici, c'est expliqué la manière comme, en fait, le logiciel va analyser les informations que vous annotez sur les contrats. Et ici, c'est la réponse, on va dire. Et donc, comment ça fonctionne? Eux, ils donnent un template, par exemple ici, c'est calculer les intérêts. Et donc, ils vont donner un template où il y a des éléments qui sont soulignés. Ça, c'est les langages. Vous voyez comme le langage qui dit les gouvernements français pour les impôts. Ici, on a aussi un langage spécifique. Mais au lieu de devoir apprendre les langages, pas besoin, ce qu'ils ont développé, en fait, on va seulement identifier les informations correspondantes. Par exemple, est-ce qu'il y a un rating des Standard & Poor's? Yes or no? If yes, insert. Et donc, en fait, ces éléments vont être soulignés. Une fois que vous soulignez ça sur les contrats, une machine est capable de lire ces contrats et exécuter des centaines et centaines, voire des milliers de contrats par seconde dans les marchés, par exemple, de trading en fréquence. À chaque fois qu'il y a une transaction, en fait, il y a un contrat. Mais vous imaginez, en fait, il y a parfois plus de 20 transactions par seconde, voire plus, dans les trading à haute fréquence. Il n'y a quand même pas un avocat qui est derrière à écrire tous ces contrats. Et donc, leur idée, c'est spécifiquement fait pour les marchés des capitaux, c'est qu'en fait, il y a des contrats qui sont établis, bien en avant, par exemple, voire dynamiques. Je vais vous montrer un exemple des contrats dynamiques. Et en fait, qui sont exécutés par des machines, mais qui sont lisibles par des personnes, sur la base du même langage. C'est ce qu'ils appellent un markup language. Alors, justement, donc, on arrive à un contrat, à un smart contract. Ça veut dire à la structuration de la connaissance juridique qui va être formalisée, donc va être créée. Ça, c'est un contrat normal. Et ici, on va développer à nouveau un langage. Vous voyez, un langage, par exemple, ici, le vendeur is A et il a un rôle. Et donc, les rôles, on va les trouver ici. On est un créditeur ou un débiteur. Et donc, en fait, tous les contrats sont codés. Et sur base de ces langages, on va pouvoir exécuter les contrats. Donc, exemple, vous achetez un produit chez Amazon et vous décidez que vous payez à l'arrivée, quand les produits arrivent chez vous. Donc, quand les produits arrivent chez vous, la poste vient chez vous, vous devez signer les petits documents, vous acceptez, ça envoie un signal au smart contract qui va exécuter sur base de ça les paiements. Vous avez reçu les biens et donc en fait ça exécute automatiquement les paiements de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit, en fait au carte de crédit du vendeur. Tout ça est établi dans les contrats qui est un smart contract. Donc en fait on va passer un contrat, un langage naturel, à un langage. Il y a plusieurs types de langages, à un langage. Et ces langages vont être automatisés par des liens, entre les différents éléments de ces langages, comme ici par exemple le rôle, l'obligation par exemple de payer, et va
exécuter ça de manière automatisée. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez un contrat naturel qui va ensuite être codé en smart contract. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est long, mais un smart contract qui est mis sur la blockchain. Et ensuite, vous avez des IoT, par exemple. L'effet que, on va changer l'idée qu'il y a quelqu'un qui vous livre les paquets par l'effet que vous avez un senseur dans votre porte et qui voit en fait que vous déposez, que la poste dépose les paquets. Et en fait, c'est les senseurs qui vont envoyer l'information. Donc, pas la signature, mais un capteur. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y aurait des éléments qui seraient automatisés, qui captent l'information du monde réel, en fait, et l'envoie vers les logiciels qui va exécuter les contrats qui a été codés. Et en fait, ces contrats sont déjà très, très utilisés dans plein de secteurs, par exemple les secteurs de l'énergie, où en fait, on doit identifier s'il y a un producteur, un générateur d'électricité. Donc, en fait, les producteurs d'électricité, les distributeurs d'électricité, dans plusieurs pays, ont déjà des smart contracts, afin de pouvoir établir des contrats en temps réel selon l'offre spécifique du fournisseur. Donc, imaginez qu'il y a un qui produit de l'énergie verte à Ostende et l'autre qui produit de l'énergie solaire, de l'énergie éolique à Ostende, d'autres qui produit de l'énergie solaire, je sais pas, en Allemagne. Et donc, normalement, votre fournisseur principal, c'est l'allemand, mais en fait, il y a une tempête, donc il n'y a pas de soleil, mais par contre, il y a plein de vent à Ostende. Donc, en fait, les smart contracts, ce qu'ils font en temps réel, c'est qu'ils vont identifier en fait l'offre de chaque côté et donc les prix. Et en fait, ils vont automatiser, ils vont faire une auction, donc un système de... C'est quoi ça? Un système d'enchères, merci Benoît, un système d'enchères où selon les prix qui est proposé par différents fournisseurs, vous allez conclure un contrat spécifique avec celui qui propose les contrats avec les prix les plus bas, selon d'autres éléments, la quantité, les temps, etc., qui sont préétablis effectivement dans les codes. Ici, vous voyez, par exemple, on dit la qualité de la viande. Ça, c'est un contrat de vente des viandes. Mais vous pouvez établir la même chose, la qualité, la quantité, les temps, etc. Et donc, si ces conditions sont satisfaites, il n'y a personne qui intervient dans ça. Simplement, selon l'activité réelle de la production d'électricité dans plusieurs endroits, les contrats sont conclus sur ces modèles-là. Et donc, en fait, ici, à nouveau, vous avez les codes qui contiennent les contrats. Et ces codes pourraient être traduit en langage naturel, un langage qu'on peut comprendre. Voilà donc, on a passé par l'automatisation de la création des contrats et l'exécution des contrats. Alors, un point que peut-être les plus controversés, c'est les raisonnements, mais tout est controversé. J'espère que vous n'êtes absolument pas du tout d'accord avec moi pour l'instant. C'est ça ce que je veux, mais voilà, donc on peut encore monter dans un niveau des controverses. Alors la question de savoir, vous dites, ok, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe avec les raisonnements juridiques? Parce qu'on a quand même, on passe quand même plein de temps à la fac, ensuite on passe au cabinet, on fait les stages, et ensuite on a quand même certaines connaissances. Vous savez, il y a beaucoup de collaborateurs, des stagiaires en fait, qui font beaucoup de travail sur l'analyse des contrats. Lire plein de contrats, identifier s'il y a des problèmes dans les contrats. Les gens font ça 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et quand vous allez avoir 45 ans, en fait, c'est une expérience très importante. Parce que du coup, à ce moment-là, vous allez devoir négocier un contrat et vous allez vous rappeler tous ces types de clauses que vous avez vues, différents, et vous allez avoir peut-être une stratégie pour mieux négocier vos contrats. Parce qu'il y a la connaissance qui est faite là-dedans. Mais justement, aujourd'hui, en fait, tout ce qui est révision des contrats est assez automatisé par des outils de contract management. Et en partie, ça est fait par ce type d'outils que je vais vous montrer tout de suite. Et donc, Benoît, effectivement, a parlé dans la première séance de ce type d'intelligence artificielle. Ici, je vais vraiment sur la question d'appliquer les droits et un peu approfondir sur les deux éléments, ces deux écoles d'intelligence artificielle. Qu'on appelle statistique et symbolique, donc basé sur les règles et basé sur les données et sur des modèles mathématiques. Pas rentrer, évidemment, dans les détails de toute une loi, mais je vais vous donner l'exemple avec un article.
Donc l'idée ici, par exemple, c'est un modèle à nouveau, il faut comprendre qu'en fait dans ces domaines, il y a des gens qui ont des idées. Par exemple, on va dire on va formaliser la loi et donc font des propositions. Donc il y a différents langages, si vous voulez, pour faire ça. Et ici, spécifiquement, vous voyez, ça s'appelle Prolog, et c'est un Legal Reasoning Support System. C'est vraiment pour les raisonnements juridiques. L'objectif, c'est de remplacer les raisonnements juridiques. En tout cas, de supporter le langage juridique dans les pires des cas. Je ne sais pas si ça va vous supporter, mais voilà. Et donc, ce système est basé sur un élément simple, c'est une règle et une exception. Okay? Donc, il faut traduire, il y a d'autres éléments, des logiques, mais je ne rentre pas dedans. Il faut traduire les droits, un article d'un code, dans une règle et une exception, et à partir de ça, automatiser l'exécution. Donc, par exemple, ici, article 44 de RGPD, ce n'est pas par chance que j'ai choisi cette matière pour ceux qui suivent mon cours. En fait, on veut faire un transfert des données vers un pays tiers. Et donc, la règle est établie dans l'article 44. Est-ce qu'un transfert qui est fait de la Belgique vers un pays tiers, le Canada, est autorisé? C'est la question qui se pose à un responsable des traitements. Et qu'ensuite va se poser l'autorité de protection des données, éventuellement un juge. Et donc, en fait, ce qu'il propose ici, ces langages, Proleg, c'est à nouveau transcrire ça dans le langage qui est proposé par Proleg. Donc, ces transferts, vous voyez, un contrôleur ou un controller or processor, donc un responsable de traitement, un transfert de quel type de données, des données personnelles, vers quel pays, vers quelle organisation. Donc, vous avez ici à remplir à chaque fois l'information, quel type de transfert. Et donc, la question, vous voyez ici, ça continue, est simple. Si vous faites un transfert des données avec ces éléments-ci, il y a infringement, il y a une violation, de l'article 44. Mais effectivement, en fait, RGPD permet de transférer les données vers un pays tiers. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une exception. Et l'exception est l'article 46. Donc, en fait, ce transfert n'est pas une violation, par exemple, ce qui prévoit l'article 46, s'il y a appropriate measures, appropriate safeguards, et si l'entreprise a utilisé des clauses standards contractuelles qui sont établies par la Commission. Donc, il y a toutes les exceptions, toutes les conditions où s'il y a l'accord des individus. Et donc, en fait, la règle, les logiciels établissent des règles pour la violation et ensuite des règles pour l'exception. Et à la fin, vous n'avez qu'introduire l'information factuelle. Ça veut dire, vous dites, effectivement, il y a, par exemple, appropriate safeguards. Et donc, si vous dites yes, bah, donc la règle, il n'y a pas de violation. Parce que vous avez introduit l'information. Vous devez introduire l'information factuelle. Vous avez les règles qui sont là-dedans. Et donc, en fait, ça va lier les faits et les règles. C'est ça les raisonnements juridiques, non? Lier les faits et les règles. Pour arriver à une conclusion. Donc, ici, on a les faits. Il y a un transfert des données. Tout ça, c'est valable. Et il y a un transfert des données avec des appropriate safeguards. Yes, oui. Et donc, en fait, il n'y a pas de violation. OK? Voilà donc ce premier élément. Alors, il y a, évidemment, ça c'est, vous avez compris, il faut traduire, si vous voulez l'appeler comme ça, les RGPD en Proleg, en ces langages-là. Donc, il faut établir les règles de cette manière-là. Et ensuite, il ne reste qu'à introduire les faits. Et on a déjà vu qu'en fait, on peut en partie automatiser la collecte des données. Mais il y a encore un élément qui va plus loin, c'est le machine learning. Et Benoît vous a parlé du machine learning supervisé et non supervisé. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Mais peut-être pour... je rentrerai dedans. Non, je ne rentre pas dedans. Et donc, en fait, juste pour vous dire c'est quoi l'apprentissage machine, il y a une manière, j'aime beaucoup cette manière de la définir, parce que c'est assez simple. C'est en fait un programme informatique, on va dire, qu'il apprend. Si après l'expérience E, c'est bien comme défini, on a bien comme les ingénieurs définissent les problèmes, si après l'expérience E, en ce qui concerne une tâche T et une certaine mesure de performance P, okay, donc on a une tâche, j'ai une craie ici, non. Ah, ici. Donc on a une tâche,
on a l'expérience et on a la performance. Et donc, en fait, si la performance pour cette tâche, c'est la performance pour cette tâche, s'améliore avec l'expérience, il y a de l'apprentissage. Exemple, vous avez les spams, les emails non désirés qui arrivent à votre ordinateur. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre ces emails-là dans la corbeille où vous dites c'est non désirable. Et donc, vous donnez des informations à la machine. Et ce que vous voulez que la machine fasse, la tâche, c'est qu'elle arrive à identifier tous les spams. Mais parfois, il y a certains qui se filtrent. Donc, si à fur et à mesure que la machine a plus d'expérience, qui est l'information que vous donnez à la machine sur ces emails-là, elle arrive à mieux identifier, à mieux performer cette tâche, à moins permettre de passer des emails indésirables. Donc, elle a augmenté sa performance. Donc, la machine a appris à identifier les emails indésirables. C'est assez simple, ça c'est l'apprentissage machine. Et alors, cet apprentissage peut se faire de manière supervisée et non supervisée. Je reste juste là. Peut-être ce que je peux dire pour l'apprentissage supervisé, parce que je pense que c'est intéressant, Benoît a évoqué ça, c'est qu'en fait, l'apprentissage supervisé, c'est une fonction d'approximation. Fonction d'approximation, je le laisse juste là, c'est-à-dire que si vous avez des emails ici, ça c'est les inputs, et vous avez des outputs, ça veut dire que des emails qu'on veut et des emails qu'on ne veut pas, ok? Ici, il y a une fonction qui permet de matcher ça et ça. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. On a des paires input-output et on va essayer de trouver la fonction qui nous permet d'établir ça. Alors, dans l'apprentissage non supervisé, on n'a pas des paires input et output. Donc, ce qu'on a souvent, c'est des tâches de description. Donc, on va identifier certains éléments dans les données. Ça, c'est bien plus difficile d'expliquer que ça. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas aller là-dedans. Mais en fait, c'est des tâches de description des données. Et après, on peut introduire des fonctions, c'est-à-dire on peut déterminer, on va demander à la... Voilà, on va dire, il y a ces emails-là. Trouvez-moi un pattern ici. Et donc, en fait, il va classifier, par exemple, ça c'est du cluster, les éléments qui sont similaires, mais on ne sait pas sur quelle base il a classifié ces éléments similaires. Et donc, c'est là où, en fait, on parle souvent des boîtes noires. C'est qu'on a l'output, mais on ne sait pas quel est l'élément qui a été déterminant pour réaliser cette description. Et donc, il me reste combien de temps? OK, je pense que j'ai encore pour 10 minutes. C'est bon. Et donc, en fait, un exemple, je vous donne un exemple de mon expérience. Benoît me parlait des logiciels. C'est un logiciel sur lequel j'ai travaillé il y a 2-3 ans et sur lequel s'est inspiré l'exercice de Datalo l'année dernière et celui de cette année aussi. Et donc, en fait, l'histoire simple, un cabinet, je peux dire les noms, Baker McKenzie, les avocats de Baker McKenzie doivent vérifier des politiques de confidentialité et identifier si elles sont conformes ou pas au RGPD. Question est de savoir, est-ce que cette tâche, on peut la déléguer à une machine? Est-ce qu'on peut déléguer le fait qu'un client envoie sa politique de confidentialité, que ce soit une machine qui vérifie et qui la renvoie vers l'entreprise ou les clients? Et donc, on a commencé à voir comment fonctionnait cette entreprise, ces cabinets. Et en fait, ils fonctionnaient de manière assez simple. Ils avaient un Excel, fichier Excel, qui en fait identifiait les clauses problématiques. Il y avait eu plusieurs cas, ça c'est en France, il y avait eu plusieurs cas en France, notamment une affaire contre Google, où en fait les conseils d'État, c'était le Conseil d'État, avait en fait identifié 286 clauses, et c'était 286 clauses qui étaient contraires au RGPD. Et en fait, avait analysé chacune de ces clauses qui avaient été identifiées préalablement par l'autorité de protection des données, la CNIL. Et donc, ils avaient ces clauses dans un fichier Excel et ils essayaient d'identifier si une clause qui était là
était similaire à une clause qui était dans la politique de confidentialité. Donc ça, c'était un des exercices. L'autre qui était là, c'était des clauses qui avaient été écrites par les avocats du cabinet, qui étaient des bonnes pratiques, qui s'est retrouvées là, et d'autres clauses qui étaient des mauvaises pratiques, mais qui n'étaient pas dans la liste des 280 clauses qui avaient été décidées par les juridictions. Et donc ça, c'était en fait leur base de données. Et sur ces bases-là, en fait, ils regardaient la politique de confidentialité et à côté les fichiers Excel, et ils comparaient les deux, et sur ces bases-là, ils faisaient une proposition sur la conformité de la politique de confidentialité au RGPD, ou bien ils corrigeaient, ils faisaient une proposition amendée. Et donc, on s'est dit, est-ce que ça, on peut faire, est-ce que c'est possible d'automatiser une partie ou tout ces travaux-là? Et donc, on a utilisé deux méthodes ici, méthode de machine learning et méthode d'intelligence artificielle par des règles symboliques. Et je vais vous expliquer comment on a fait. Alors, une première chose, c'est ce qu'on appelle la prédiction. On va commencer par ici. On va essayer, en fait, de segmenter la politique de confidentialité. C'est-à-dire qu'un texte, pour ceux qui ont déjà lu des contrats ou des décisions, vous savez à peu près où trouver certaines informations. Vous n'allez pas nécessairement, si vous voulez trouver la décision finale, vous n'allez pas lire au milieu de l'arrêt. Vous allez lire à la fin ou au début, selon la structure de l'arrêt. Si vous voulez trouver les parties d'un contrat, c'est plus facile souvent de lire les débuts d'un contrat. Donc il y a des informations qui se trouvent de manière principale dans une section du document. Et donc, en fait, la première chose, c'est segmenter ces documents pour essayer d'identifier, de concentrer et déployer les algorithmes pertinents. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'algorithmes dans un logiciel. Et donc, vous allez segmenter un document pour envoyer, si vous voulez, les algorithmes pertinents juste pour cette partie-là et pas pour toute la décision. Donc, vous segmentez la décision. Si vous voulez trouver les noms des parties, au lieu de déployer l'algorithme dans toute la décision, vous la déployez dans les premières 2 pages. Et il y a presque autant de chances que vous identifiez ça, et ça va prendre beaucoup moins de temps que si vous devez les déployer sur 350 pages d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté, et une fois que la segmentation était faite, il fallait savoir sur quoi porter en fait chaque section. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une prédiction, c'est-à-dire qu'on va prendre les textes d'un paragraphe, okay, et sur base des modèles de langage qui vont essayer de comprendre les syntaxes et les contenus du texte, c'est des études, principalement de la linguistique, essayer de prédire sur quoi portent ces paragraphes, sur quoi portent par rapport au RGPD, pas sur quoi portent en général, sur quoi portent par rapport au RGPD. Et donc, on va essayer. Ici, vous voyez, c'est la segmentation du paragraphe, plusieurs paragraphes, et ensuite, on va essayer de prédire sur quoi portent ces paragraphes. Et ici, on va utiliser un modèle de langage. Un modèle de langage, traitement du langage naturel, NLP, souvent en anglais. Et il y en a des dizaines de langages avec des performances tout à fait différentes. Une petite anecdote. J'ai développé des langages, il y en a un qui s'appelle Juribert, qui est un langage spécifiquement pour la langue française. Et il y a plusieurs mesures de précision. Il y a par exemple, pour identifier une tâche, un modèle du langage identifie de manière précise 86% des documents et l'autre 70%. Mais quelqu'un qui voulait mettre en place ces programmes a préféré d'utiliser celui des 70% et pas celui des 86%, parce que pour identifier un document avec celui des 86%, c'est un modèle beaucoup plus complexe. Un document mettait 20 minutes, pour celui des 70% mettait 3 secondes. Donc en fait, il y a un choix, vous voyez, ce n'est pas juste un choix de l'algorithme, parce qu'on avait un algorithme qui faisait mieux, mais juste un choix de mise en œuvre, de gouvernance du système, qui a un choix de la personne qui met en place. On peut, mais pour ça, il faut investir dans des ordinateurs beaucoup plus. Imaginez-vous qu'on fait ça avec Compass, qu'on détermine qu'on va utiliser dans les tribunaux qui n'ont pas beaucoup d'argent, un algorithme plutôt qui est dans les 70%, parce qu'on peut les faire tourner dans l'algorithme du greffe,
au lieu que celui des 86%, parce qu'il faudrait faire un investissement et que ce soit inscrit dans les budgets triannuels du gouvernement, etc., ou dans l'accord du gouvernement. Donc on va plutôt mettre celui des 70% qui va avoir des performances tout à fait correctes que celui des 86% qui font un accord du gouvernement pour les élections de 2026. Et donc tout ça, cet élément de prédiction, on est juste en train de prédire ce qui est là-dedans, est fait sur un modèle de langage. Et pour ça, c'est la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, développer un modèle de langage, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, les premiers, en français, il n'y avait pas de langage juridique spécialisé. On était les premiers à les développer. En anglais, il y en a 3 ou 4. En français, il y a un langage généraliste. Et il y a un langage qui est très connu qui s'appelle BERT. Et un groupe à l'INRIA a développé les Camembert, qui est les BERT français. Et en fait, ça prend des temps et des années et beaucoup d'argent. Parce que ce qui a été fait, par exemple, pour développer les Camembert, pas les fromages, les langages, c'est qu'en fait, ils ont téléchargé tous les textes en français disponibles sur l'Internet. Et ils font l'apprentissage sur ces modèles, sur ces textes-là. Et encore, quand vous avez ces textes, il lit moins bien que mon fils de 5 ans. Donc, à se demander ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça reste... donc, on ne peut pas prédire trop, mais ici, l'idée, c'est de prédire sur quoi porte, par exemple, ici, ces petites parties-là, c'est certain information such as the address or email address can be updated or corrected simply by. Donc, en fait, on a des catégories qu'on a réfléchi avant. C'est un modèle. C'est ces modèles-ci. Les étudiants qui font Datalo vont travailler sur ces modèles pour la fin du cours et vont l'apprendre par cœur. Mais pour l'instant, on a développé ces modèles. Et donc, ici, on va venir prédire sur base de ces choses qu'on a développées nous-mêmes aussi, mais ça nous a pris moins de temps que 3 ans, mais quand même pas mal. On va identifier que ceci porte sur User Access, Edit and Deletion of Data. Right? Et donc, ici, vous voyez? Ça, c'est un modèle, ça s'appelle un modèle conceptuel. Donc, on applique un modèle conceptuel à un modèle de langage pour matcher les textes avec la manière dont nous, on a lu les RGPD, où il y a aussi plein de biais. Je peux avoir mal lu les RGPD, ou bien oublier un arrêté ministériel ou une circulaire ou d'autres choses qui, en fait, vient compléter l'information du règlement. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut, du coup, identifier... on a déjà cet élément-ci. On va pouvoir maintenant identifier s'il y a un problème. Ça, c'est la deuxième partie. On sait déjà sur quoi porte. Vous voyez, c'est par étapes. On sait sur quoi porte ces paragraphes. Maintenant, est-ce que ces paragraphes est conforme ou pas à RGPD? Alors, je vous anticipe, je n'ai pas ça là, ici. Mais il y a une autre chose. Il faut identifier, par exemple, selon RGPD, il faut donner certaines informations au sujet concerné. Par exemple, des informations sur les données qui sont collectées. Donc, on peut aussi identifier des informations absentes. Je n'ai pas cet exemple-ci, mais si vous devez, par exemple, donner des informations sur la période pendant laquelle vont être sauvegardées les données, vous pouvez, avec les modèles de langage, identifier, on va dire, je simplifie, des phrases similaires à sauvegarde des données et la chercher dans les documents, comme vous feriez avec Word. C'est plus complexe que ça, mais si vous n'identifiez pas, si vous ne trouvez pas les mots, c'est peut-être que cette information est absente de la politique de confidentialité, donc elle est contraire au RGPD. Donc ça, c'est aussi, ici, j'analyse juste les informations pressantes, mais on peut aussi faire le contraire. Et donc, une fois on a fait des annotations, ça c'est une autre chose qu'on va faire dans les cours des Datalo, et donc avec ces annotations, on va prédire, ça c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on va prédire. Maintenant qu'on a prédit, donc on sait sur quoi porte un paragraphe, maintenant il faut savoir si ce paragraphe est conforme au RGPD. Et c'est là où on arrive. On est déjà bien loin dans le raisonnement juridique, parce qu'il y a des gens qui lisent un paragraphe et ils ne savent pas sur quoi ça porte. Ils ne savent pas les rapporter à une catégorie générale. Mais donc, on est déjà un peu dans le raisonnement, mais là, on va vraiment dire si il y a une violation ou pas des RGPD. Et donc là, pas de surprise, en fait, je le présente comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'a fait, ça a l'air bête, mais c'est ça. Et donc, en fait, on a essayé de lier chaque catégorie, ici, que vous avez vu, en fait, à des qualités. Alors, pour les gens
qui ont fait Fondatalo, hein, vous allez voir, il y en a des centaines et des centaines là-dedans, donc ça c'est juste un extrait. Et en fait, ces qualités sont reliées à un article du RGPD. Et donc, ce que ça va nous dire, à nouveau, ça c'est nous qui avons fait, donc plein d'erreurs possibles, c'est dire que lorsqu'on a prédit, on a identifié un article, sur quoi ça porte cet article, et on a fait un matching avec les articles des RGPD, maintenant il ne nous reste qu'à faire quoi? Parce que déjà maintenant, je pense que vous êtes prêts pour faire le logiciel. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on sait déjà sur quoi porte un paragraphe spécifique. Une idée avec IA? Non? Pas encore, vous n'êtes pas encore là? Non, vous êtes démoralisé. Alors, il ne reste qu'à faire en fait la formalisation par des règles de cet article, comme on l'a vu dans les cas des symboliques, vous vous rappelez, avec les transferts des données. Et donc, en fait, vous allez faire ces transferts des données, vous allez compléter les faits qui est donc dans ces cas-ci la politique de confidentialité effective que vous êtes en train d'analyser. Vous allez remplir l'espace vide dans ces langages et vous avez en fait la règle, les faits et les résultats. Je vais vous faire un démo. Juste, si j'ai encore, je suis juste à la fin, donc parce que je pense que ici, voilà. Donc en fait, ça c'est à peu près, ça c'est l'application, on l'appelle PrivateText, ça c'est juste un démo. Et donc vous allez ici et vous allez voir, par exemple celle-ci, cette politique de la vie privée, politique de confidentialité. Vous allez là-dedans et donc vous allez ici. Vous voyez, c'est prédit user choice and control. Donc ça, c'est la prédiction. Donc on peut mettre n'importe specific audience. Donc ça, c'est un enfant ou des étrangers. Policy change. Et donc, en fait, third party sharing collection. Donc ça, c'est fait de manière automatique. C'est déjà très utile, si vous pensez pour un avocat qui doit lire un contrat, savoir sur quoi portent ces paragraphes. Et ensuite, pour chaque, ici, vous avez... Ça, je ne rentre pas dedans, je vais le laisser là. Et ici, vous avez par exemple cette partie-là, Data Practice Policy Change, Notify the Data User. Il est possible qu'en fait, les paragraphes ne contiennent pas le fait que l'utilisateur serait notifié quand la politique de confidentialité va changer. Donc, c'est ça ce qui identifie en fait ça de manière automatique. Et donc, il y a, vous voyez, une recommandation. Il y a d'autres cas ici. The collection must be specific, donc il est probable qu'en fait, il n'y ait pas suffisamment d'informations spécifiques sur quelles sont les données collectées par les responsables des traitements. Alors, j'y suis, j'ai conclu. Je ne vais pas vous laisser là. Donc, les démos. Et alors? Il y a quand même toujours deux pilotes dans l'avion, même s'il peut atterrir tout seul. On a dit que l'avion peut atterrir tout seul, mais il y a quand même toujours deux pilotes là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est disposé? Est-ce que vous êtes disposé à voler dans un avion sans pilote? Alors, la plupart des gens, c'est très intéressant, il y a des enquêtes là-dessus, la plupart des gens ne veulent pas, ça va nous dire quelque chose, ne veulent pas voler dans des avions sans pilote, mais ils ne veulent pas que les pilotes conduisent l'avion dans l'atterrissage où il y a des circonstances dangereuses. Vous voyez où on en est. Et je ne sais pas si c'est le même cas pour vous. Et donc voilà. Et donc ça, c'est la question des réflexions qui je vous pose à ce stade-ci. C'est ce qu'on a besoin donc d'une intelligence artificielle à la mesure de l'humain. Alors ça, c'est une belle question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire des erreurs, par exemple. Alors, je ne vais pas vous faire lire tout, mais vous allez avoir les slides. Alors, ça, c'est une lettre de Margaret Hamilton qui dit une chose incroyable. Il dit en fait que lorsqu'ils allaient atterrir, Apollo allait atterrir dans la Lune, en fait, il y a eu un problème. Il y avait un code qui était erroné. 1968. Et donc, en fait, les logiciels a réussi à identifier qu'il y avait une surcharge d'informations, à écarter l'information qui n'était pas pertinente pour la manœuvre qui était en train d'être réalisée. Et donc, elle dit, ça c'est pour ça que je ne l'ai pas traduit, « Errors will happen, write a software with that in mind ». L'idée, c'est qu'il y aura des erreurs. Mais en fait, je vous ai parlé des erreurs tout à l'heure à beaucoup de niveaux, vous vous rappelez, qui peuvent être des biais, mais qui peuvent être aussi du bruit. Et en fait, gérer les erreurs, c'est bien plus complexe que ce qu'on pense.
et je ne veux pas rentrer dans les questions des biais, je pense qu'il y aura peut-être un peu dans les profilages, et Nina a évoqué aussi, mais imaginez-vous, donc il y a erreur 1, erreur 2, false positive, false negative, mais imaginez-vous qu'il y a du lait dans les frigos depuis, je sais pas, 4 semaines, et vous n'avez pas les Covid, donc vous pouvez goûter les choses correctement. Qu'est-ce que vous faites pour savoir si le lait est bon, normalement? Si vous voulez servir du lait, qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites. Vous sentez, ouais. Pardon? Ah, vous regardez la date, ça c'est une excellente idée. Excellente idée. Alors, on regarde la date, mais et donc vous faites pleine confiance à la date? Non. Parce qu'en plus, ici, c'est pas une question d'épérention, le lait est ouvert. Donc, mais bon point. C'est vrai. Ah, c'est vrai ça. Mais vous savez quand même, si on suit ces règles toujours, on jette toujours les laits. Et donc, en fait, après regarder ça, vous allez sentir ce que j'ai entendu la plupart des gens. Et vous identifiez que ça a l'air raisonnable. Mais est-ce que vous allez tout de suite vous servir ou vous faites quelque chose avant, normalement? Vous goûtez un petit peu. Vous goûtez un petit peu. Et alors, pourquoi vous ne goûtez pas tout de suite au lieu de regarder la date d'épérention ou au lieu de sentir? Pourquoi vous ne testez pas tout de suite avec les goûts? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un mauvais goût dans la bouche. C'est beaucoup plus cher comme test. C'est beaucoup plus cher comme test. L'autre est beaucoup moins cher. Parce que si ça sent mauvais, bah, vous le jetez. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y a des tests qui sont beaucoup plus compliqués et d'autres qui sont moins compliqués. Deuxième exemple sur la même question, un détecteur de fumée ou de CO2. Est-ce que vous préférez avoir un détecteur de fumée avec beaucoup de faux positifs ou des faux négatifs? Dans les temps. Est-ce que vous préférez avoir un détecteur de fumée avec beaucoup de faux positifs ou avec des faux négatifs? Les faux positifs, pourquoi? Donc vous préférez un détecteur de fumée qui vous dit il y a un incendie alors qu'il n'y en a pas, au lieu d'un qui vous dit qu'il n'y a pas d'incendie alors qu'il y en a. Bien d'accord. Et donc tout ça, en fait, tout ça, ça rentre dans les seuils de tolérance des systèmes de tests. Alors il y a à un moment donné, si vous essayez d'avoir pas de faux négatifs, vous allez avoir quelques faux positifs. Et en fait, vous allez devoir tester, et ces tests vont aller jusqu'au point où on doit s'arrêter parce que c'est beaucoup trop cher. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir acheté un détecteur de fumée qui coûte 25 000 € parce qu'on a goûté avec sa bouche le lait. C'est la même idée. En fait, et donc on doit s'arrêter et accepter des seuils de tolérance pour les erreurs dans les systèmes d'IA. Et alors, c'est peut-être à l'humain de faire ça. Il y a un deuxième point, c'est qu'il y a un domaine d'expertise juridique. Et là, je vais très vite. Ça veut dire qu'en fait, j'entends souvent, avec des gens qui je parle, ils disent « Ok, mais la Bitcoin, la blockchain Bitcoin, ça a été développé pour la finance. » Oui, et en fait, ils continuent à développer les blockchains dans plein d'applications pour la finance. Ben oui, mais donc ça ne va pas arriver au droit. Bah, justement, les gens en finance, ils vont continuer à développer pour la finance. Peut-être un jour, ils vont s'intéresser au droit, mais si vous voulez qu'il y ait des applications dans la blockchain en droit, donc c'est peut-être en fait aux juristes d'y s'y mettre à développer la blockchain pour les droits. Et donc ça, c'est aussi une question, c'est qu'il y a un domaine d'expertise juridique, et en fait, les technologies, la blockchain est extrêmement récente. Les papiers des sabots datent d'avant 2010. Et en fait, les premiers tests de la blockchain à une échelle large commencent 2012-2013. Et en fait, Ethereum ne commence qu'après 2015. Donc en fait, on est dans une technologie tellement récente. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas... Il n'y a pas d'interopérabilité automatisée entre, si vous voulez transférer une Bitcoin à un Ether, donc d'une blockchain à une autre, vous devez passer par un oracle. Vous savez qu'au début des années 90, on ne pouvait pas envoyer un email, des Gmail à Hotmail, d'AOL à Verizon. Il n'y avait pas d'interopérabilité. Et donc les gens disaient, ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra jamais, pas tout le monde sera sur AOL. Il n'y avait pas d'interopérabilité entre les emails.
Et donc, si on veut que ça fonctionne pour les droits, ou si on a des idées, il faut avoir la connaissance aussi, comme on a vu dans les smart contracts. Je veux faire celui-là parce que je sais que ça intéresse Benoît. Donc, explainability, interpretability, explainability, pourquoi je l'ai en français, en anglais, explicabilité et intelligibilité. Alors, la question, c'est, en fait, je l'ai dit au début, il y a cette black box, il y en a deux black box, en fait, les cerveaux et les algorithmes. Est-ce qu'en fait, je dois comprendre cette black box? Est-ce que je dois comprendre les cerveaux du juge? Est-ce que je dois comprendre, en fait, les règles qui ont été suivies? Parce que même, on peut discuter ça tout à l'heure, même les systèmes de machine learning ont des règles. Les règles sont découvertes par l'apprentissage. Okay? Et donc, en fait, est-ce qu'on veut de l'explicabilité et de l'intelligibilité? Ah, voilà. J'ouvre cette porte. Et donc, est-ce qu'on veut... Et donc, un des arguments aujourd'hui, c'est, mais pas seulement on ne sait pas, il y a deux éléments, on ne sait pas comment il décide, ok, mais même parfois quand on sait comment il décide, même dans un decision tree, donc un arbre de décision, on a vu que pour traduire parfois des réseaux de neurones dans un arbre de décision qui est plus compréhensible pour un humain, vous auriez besoin des kilomètres et des kilomètres des arbres de décision pour traduire un réseau de neurones qui prennent une décision. Donc, est-ce qu'on doit vraiment comprendre comment Apollo 11 a atterri afin de pouvoir arriver à la Lune? Est-ce qu'on doit pouvoir comprendre ça? Je laisse la question. Et donc, est-ce que c'est dont on aurait besoin, cette histoire d'explicabilité, est-ce que dont on aurait besoin, ce n'est pas d'une explicabilité au sens de l'IA ou de l'intelligibilité au sens de l'IA, mais en fait, Ah, pourquoi je n'ai pas ça? Ah ben, je vous promets, j'avais un très chouette slide qui doit être quelque part dans mon ordi. Mais je vais travailler avec celui-là, ou est-ce qu'on veut, c'est une justification? Ce qu'on veut, c'est une explicabilité juridique. Parce que sinon, on va devoir commencer à travailler. L'idée, une des propositions que je vous ai fait aujourd'hui, c'est de réfléchir au black box du cerveau humain et au black box des algorithmes. Et donc, en fait, ces black box, ce qu'on va les laisser travailler, on va travailler en fait sur la justification, comme fait les juges, avec une décision de justice, ou est-ce qu'on veut savoir en fait comment les juges a pris la décision? Ou est-ce qu'on doit travailler sur des systèmes de justification? Est-ce que quelqu'un, je pense que j'avais posé cette question au début des cours de Datalo, est-ce que quelqu'un pense que les juges décident ou a décidé comme il a justifié dans sa décision? Est-ce qu'il a réfléchi comme il a décidé? Ou est-ce qu'il a réfléchi autrement? Et donc, on aurait peut-être besoin d'une explicabilité spécifique pour les droits, qui ne serait pas l'explicabilité dont on parle aujourd'hui dans l'IA, mais qui serait une explicabilité à la mesure du droit. Et donc, ça serait laquelle et comment. Voilà encore une nouvelle chose. Et les tout derniers points, et je m'arrête avec ça. Quelle est donc cette place de l'humain? On parle aujourd'hui des coévolutions. Ça veut dire de cette idée qu'en fait, ce n'est pas l'humain qui arrive après la décision de l'algorithme, mais c'est en fait des systèmes coévolutifs qui sont faits en fait pour que la machine vienne supporter les points les plus faibles du raisonnement ou des capacités humaines et en laissant tout à fait à l'humain ces points les plus forts au niveau de ses compétences de raisonnement. Et une conscience sociale, en fait, les gens ne sont pas disposés aujourd'hui, je vous ai dit, à prendre en fait l'avion sans pilote. Et donc, est-ce qu'on est disposé comme société, en fait, à avoir un droit sans humain? Probablement pas, même si on pouvait automatiser certaines choses. Et donc, c'est à vous, c'est à nous de réfléchir à ces éléments-là. Et je m'arrête maintenant pour la discussion.